Ligne droite. We will make America great again. Spéciale présidentielle américaine. Et bonjour Marie-Fabien. Bonjour Maud Coffer, bonjour à tous nos auditeurs. Donc les premières tendances sont tombées, vous avez suivi le début de notre matinale. Kamala Harris remporte sans surprise l'État de New York, la Californie, pour Donald Trump, le Texas, la Floride, mais aussi les États clés de la Caroline du Nord et de la Georgie. Cet État avait déjà été remporté de justesse en 2016. Parmi les États clés, on attend donc encore les résultats en Pennsylvanie, avec pour le moment donc une très large avance pour le candidat républicain à 90% du dépouillement. On est en attente aussi pour le Michigan, le Wisconsin, l'Arizona, mais la carte des États-Unis est tout de même de plus en plus rouge ce matin et on en parle avec nos invités. Bonjour Sébastien Lay. Bonjour. Vous êtes entrepreneur et économiste franco-américain. Merci d'être avec nous sur Ligne droite ce matin. Et bonjour Guilain Benessa. Bonjour. Vous êtes docteur en droit public, avocat, enseignant à l'université et auteur de différents ouvrages sur l'état de droit et dernièrement sur l'Union européenne, intitulé « On marche sur la tête ». Merci à vous d'être avec nous ce matin sur Ligne droite. Alors on va décrypter ensemble les premiers résultats puisqu'ils tombent au compte-gouttes et ça semble pour l'instant, on peut le dire, assez bien parti pour Donald Trump. Selon le New York Times, la probabilité de sa victoire monte actuellement à 95%. Alors comment est-ce que vous sentez l'issue du scrutin? Sébastien, là on commence par vous. On s'achemine vers une victoire historique pour Donald Trump, puisque au-delà des États pour lesquels le vote électoral est confirmé, vous avez aussi des sondages sur les fameux swing states, les États pivots, alors notamment ceux de l'Est. L'Ouest, c'est encore trop tôt, puisqu'il y a encore 3 heures de plus de décalage. On est décalé de 9 heures avec l'Ouest, avec le Nevada, l'Arizona. Mais sur l'Est, en moyenne, on est entre 70 et 80% au niveau du comptage des voix. Et dans quasiment tous ces États, Donald Trump est en tête par 2 ou 3 points, où c'est extrêmement serré. Donc on s'achemine vers une victoire historique, d'autant plus qu'il semblerait que les Républicains prennent le contrôle du Sénat aussi, en tout cas pour sûr. Ils ont gagné un siège supplémentaire dans l'Ohio. Et donc, on a même encore, alors il va falloir attendre non pas quelques jours cette fois-ci, pas comme la dernière fois, mais quelques heures. Mais on s'achemine peut-être vers une victoire historique où Donald Trump remporterait bien sûr le vote électoral, mais aussi prendre le contrôle du Sénat, voire une victoire aussi au niveau du vote populaire. Alors, Guilain Benessa, vos premières impressions ce matin? Écoutez, j'ai une tendance à être mesuré et tout ça. Je crois que là, il faut pas l'être. Je crois qu'on vit une révolution, littéralement. Une révolution parce que dans cette nuit qu'on vient de passer, la nuit est délirante. Je m'explique. Trump devait se fracasser contre un plafond de verre qui est qu'il ne pouvait pas avoir le vote populaire. A priori, il devrait l'avoir. On a des chiffres à 51% ce matin qui sont démentiels. Ça veut dire que les démocrates sont complètement dans les choux. Deuxièmement, je vous cache pas que cette nuit, j'ai oscillé entre les chaînes françaises et CNN. Les cartes, petit à petit, de CNN permettaient de comprendre que comté par comté, État par État, il y avait un raz-de-marée de Trump petit à petit qui s'installait. C'est-à-dire que on avait constamment des chiffres où il avait des pourcentages en hausse par rapport à il y a 4 ans, etc. Donc en fait, on avait des chiffres exponentiels qui mettaient en lumière à la fois la médiocrité, je pèse mes mots, du spectacle montré par les chaînes françaises, où on avait juste des commentaires en boucle, des commentaires de commentaires qu'on entend depuis des mois. Et en face, on avait des cartes où il y avait une analyse extrêmement précise de la montée du vote Trump et du caractère presque irrémédiable de la fin de nuit qui s'annonçait. C'est-à-dire de chez nous 2 heures du matin à 6 heures du matin, grosso modo. Ça fait que ce matin, ce qui me vient à l'esprit globalement à l'heure où on se parle, 7h35, vous avez oublié la Pennsylvanie qui semble-t-il est tombée dans l'escarcelle. On a une victoire historique. C'est un comeback triomphant, un comeback qui, à mon avis, laisse augurer, je pense, de la revanche que Trump voulait prendre. Donc, je pense qu'il aura les mains libres, d'autant plus qu'il aurait le Sénat et donc le Congrès en entier. Je pense qu'on ne mesure pas combien, je crois, que c'est une date pour le populisme, je veux dire, incarné par Trump, d'une revanche sans pareil qui prend cette forme ce matin. Alors, je suis d'accord qu'il faut rester mesuré parce qu'on attend la certification ultime, mais je crois vraiment que cette nuit, il s'est passé quelque chose qu'on n'a pas eu de mémoire depuis très, très, très longtemps en Occident. Alors, Sébastien, là, à quoi on peut s'attendre dans les prochains jours et puis surtout si Donald Trump l'emporte, si c'est confirmé, quels seront ces leviers, ces champs d'action pour les 4 prochaines années par rapport à ce qu'il a pu faire en 2016? À quoi est-ce qu'on peut s'attendre?
Alors sur les prochains jours, prochaines semaines, pas grand-chose, puisque vous connaissez le système américain. Si ce vote devait être confirmé aujourd'hui, la confirmation officielle, c'est en 2 étapes. C'est d'abord le 17 décembre, le vote officiel des grands électeurs, puis le 6 janvier, la confirmation par le Congrès, et un président qui s'installe pour Inauguration Day le 20 janvier prochain. Donc on a encore quelques mois pour en parler et disserter sur le sujet. Par contre, on sait très bien à quoi s'attendre étant donné les promesses de Donald Trump et surtout en prenant en considération que cette fois-ci, il aura tous les leviers. Il y en a un qui n'a pas été mentionné par Guilain, c'est aussi la Cour suprême qui joue plutôt en sa faveur. Donc, il y a la Cour suprême, le Sénat, la Chambre des représentants, peut-être même l'onction du suffrage populaire, ce qui est devenu extrêmement rare depuis 40 ans pour les républicains. Il a effectivement tous les pouvoirs. Et il a promis de ne pas répéter les erreurs de 2017. En 2017, il était un béotien, un candide en politique. Il l'a rappelé récemment sur le podcast de Joe Rogan. Il a été très surpris de constater que les bureaucrates et les hauts fonctionnaires, un peu comme en France, freinaient ses réformes et ses volontés. Donc cette fois-ci, dès les mois de janvier, février, vous allez avoir un turnover beaucoup plus important au niveau de l'État fédéral à Washington. Il va placer des proches, des gens qui sont convaincus, qui veulent vraiment le soutenir, et pas simplement des gens d'expérience. Même chose d'ailleurs pour le Sénat. Hein. Ce Sénat, il va être très différent de celui de 2016, 2017, puisqu'à l'époque, vous aviez encore des vieilles gloires républicaines, des McCain, des Mitt Romney, qui en réalité se sont opposés à lui, qui pensaient que le Trumpisme, ça allait passer en 3-4 ans et qu'ensuite on allait tourner la page. C'est plus le cas. Le Parti républicain, c'est devenu MAGA. Le Parti républicain, c'est toujours un parti conservateur, mais c'est aussi un parti populiste. Et effectivement, si on essaie de prendre du recul et d'analyser les populismes dans le monde, et on voit quand la France est peut-être un des derniers pays où il n'y a pas eu de bascule populiste d'ailleurs dans ce monde occidental, mais Donald Trump est le fer de lance de ce populisme. Il est non seulement le leader des États-Unis, mais on peut dire quand même le leader aussi quand même de facto du monde libre. Et des partis populistes. Et je pense que ça peut avoir des répercussions en Europe. Un certain nombre de Français qui peuvent se dire, il se l'était déjà dit en 2016-2017, mais peut-être qu'à l'époque, il paraissait fantasque, on n'avait pas vu ce qu'il pouvait faire concrètement. Mais là, avec cette victoire, sur la base aussi de son bilan, hein, sur son premier mandat, je pense qu'il y a un certain nombre de gens en Europe qui peuvent se dire, bah, tiens, nous aussi, on devrait faire l'expérience de ce populisme de droite. Il y a des options, il y a des choses qui se sont passées en Italie, dans certains pays, mais pour l'instant, bien évidemment, en France, en Allemagne, ça n'a pas bougé. Donc cette élection et la nature, je veux dire, l'onction du suffrage populaire qu'il est en train de recevoir, cela aura aussi des répercussions chez nous en Europe et en France. Alors là-dessus, justement, Guilain Benessa, c'est vrai que face au slogan America First, on a envie de rapprocher le slogan La France d'abord. Est-ce que le retour d'une souveraineté américaine pourrait entraîner, selon vous, un sursaut pour les peuples européens plus largement? Alors, juste une petite précision. Si on prend du champ sur ce qui s'est passé, effectivement, Sébastien a raison. On a presque une stratégie électorale sur 8 ans qui est en train de s'incarner aujourd'hui, parce qu'il avait modifié la composition de la Cour suprême, enfin modifié. Il avait nommé des juges à la Cour suprême qui lui étaient favorables. Ça lui a été beaucoup reproché dans un balai de faux cul, il faut bien le dire, parce que chaque président nomme des membres à la Cour suprême qui sont favorables au parti en place. Hein. Tout le monde a fait comme ça, peu importe. Et vu qu'en fait, je dis sur 8 ans parce qu'en modifiant les équilibres de la Cour suprême, en ayant désormais le Congrès a priori, en étant élu avec le suffrage populaire, s'il avait effectivement le suffrage également populaire, il aurait, et je pèse mes mots, il aurait à la fois la démocratie derrière lui et l'état de droit derrière lui. Parce que quelque part, la Cour suprême n'est ni plus ni moins que le juge qui vérifie, on va dire, la constitutionnalité des lois aux États-Unis, le grand juge, je veux dire, le juge suprême, et en même temps, il aurait l'onction populaire. On ne pourrait plus, enfin, en tout cas, les démocrates ne pourraient plus lui refuser le titre de président légitime, qui avait été quand même un argument largement utilisé. Vous savez, un président not my president, qui était vraiment le slogan à l'époque, hein, des démocrates qui ne supportaient pas. Alors, pour faire le lien avec l'Europe, vous savez, la différence entre les États-Unis et nous, c'est qu'ils n'ont jamais perdu leur souveraineté. Vous dites, il y a un retour de la souveraineté. Les États-Unis ont toujours eu la bannière étoilée au fond des yeux, une dimension millénariste et une dimension utopique même. Vous savez, avoir foi aux États-Unis, c'est presque logique. Elon Musk, d'ailleurs, est à la fois l'entrepreneur qu'il est, je veux dire, un type qui fait rêver pour aller sur Mars potentiellement, et à la fois le colistier de l'ombre de Donald Trump. Donc je pense que Trump incarne une sorte d'America First, effectivement. Il en est l'étendard depuis maintenant quelques années. Il a fait son comeback. Je pense que l'Europe espère quelque part que Trump les oblige, vous savez, à
à retisser un lien, à s'unir face à la bête immonde maintenant qui va stationner aux États-Unis, quelque chose comme ça. D'ailleurs, on l'entend depuis quelques jours. Il faudra bien que l'Europe s'allie si jamais Trump gagne. Je pense que surtout Trump doit quelque part incarner ce que les hommes politiques français, européens ne sont plus, ou la plupart en tout cas, c'est que finalement, lorsqu'on est national, lorsque son fiche des sondages du politiquement correct, lorsqu'on mène une campagne qui incarne à la fois l'esprit du temps, l'esprit, je veux dire, tel qu'il est, je veux dire, je suis pas en train de dire que Donald Trump, c'est l'esprit à cheval, comme Hegel parlait de Napoléon, on ne faut peut-être pas déconner non plus, mais il y a quelque chose là-dedans qui s'incarne, parce qu'il incarne tout simplement son pays. On a oublié qu'à un moment, il y avait une rencontre entre un homme et son peuple, il y avait une rencontre entre l'esprit du temps et le peuple. Trump l'est, ça fait très longtemps que nous n'avons plus ça. Alors c'est intéressant, Ghislain Benessa a parlé notamment justement de ces juges remplacés progressivement, enfin certains en tout cas, par Donald Trump quand il était au pouvoir. Alors Sébastien Lay, c'est vrai qu'on sait que l'établissement est acquis aux démocrates et que Trump semble un peu seul contre tous, mais là c'est vrai qu'on se dit ok, peut-être que Donald Trump au pouvoir pourrait changer progressivement, enfin démanteler ce qu'on appelle cet état profond. Vous, qu'est-ce que vous en pensez ça ? Est-ce qu'il le peut vraiment ou c'est vraiment trop dur, c'est vraiment trop compliqué pour le coup ? C'était déjà la promesse en 2016, hein, rappelez-vous, c'était Join the Swamp, on va assécher le marécage, c'est le marécage de l'État fédéral de Washington DC. Non, la différence c'est que cette fois-ci, il est beaucoup mieux entouré. Effectivement, en 8 ans, on a pu voir émerger une vraie génération de Trumpistes. Il l'a dit lui-même en 2016, il a été surpris de sa victoire et honnêtement, il a perdu beaucoup de temps au cours des premiers mois simplement pour s'acclimater au pouvoir parce qu'il n'était pas un homme politique. Aux États-Unis, classiquement, vous aviez parfois des hommes nouveaux, alors comme par exemple Ronald Reagan, rappelez-vous, c'était un acteur, un entrepreneur, mais il avait quand même fait 2 mandats de gouverneur à la tête de la Californie avant d'être élu président. Là, avec Donald Trump, c'était vraiment la première fois depuis plus d'un siècle qu'on avait quelqu'un qui était un complet béotien, qui arrivait à la Maison-Blanche. Donc cette fois-ci, il est prêt, donc il a aussi le personnel pour remplacer toute cette bureaucratie américaine qui est importante, même si, attention, dans certains secteurs, notamment au niveau de ce qu'on appelle l'État militaire ou industriel, il ne pourra pas changer tout le monde, hein, voilà. Mais en tout cas, au niveau des principaux départements, économie, affaires étrangères, il faut s'attendre à quasiment 100% de changement aujourd'hui, à part pour les emplois les plus bas et les plus intermédiaires. Je voudrais revenir sur un point aussi, je pense que pour essayer d'interpréter ce qui, en France, moi j'ai pas beaucoup suivi les médias français, pour être honnête, je vais être assez dur avec vos confrères, mais la couverture de cette élection a été en dessous de tout, puisqu'en réalité, les médias français ont simplement rejoué nos élections internes de juin et de juillet, avec effectivement d'un côté la bête immonde, donc Donald Trump a remplacé le RN, en gros pour faire simple, mais les Américains ont décidé de cesser de voter en fonction de leur origine, leur race, leur orientation sexuelle et même en fonction des sujets liés au corps, avortement ou autres, qui n'ont pas eu l'impact qui était attendu par les démocrates. Les Américains ont voté en fonction de leurs préoccupations de la vie quotidienne, l'inflation, le pouvoir d'achat, l'insécurité qu'ils associent à une forme d'immigration aux migrants, tout simplement. Point barre. C'est l'explication principale. Après, oui, bien sûr, on peut se dire que c'est un vote contre les élites, etc. Mais la raison pour laquelle les sondages ont eu encore une fois de la difficulté à capturer le vote Trump, c'est qu'en réalité, les gens essentiellement ont fait fi du message qui a été porté par les démocrates, qui était en fait hors sol. Il faut bien voir que Kamala Harris, elle appartient quand même à une forme d'élite californienne qui, pour la plupart des Américains, ne leur parle pas. Elle n'a jamais réussi à créer cette connexion avec le peuple américain. Et Donald Trump, et c'est le miracle de Donald Trump, tout milliardaire qu'il est, il est celui qui parle aux masses populaires depuis déjà longtemps, depuis déjà 8 ans. Simplement, je pense qu'en 2016, c'était vraiment un vote épidermique assez proche de ce qu'on voyait en France avec le vote pour le Rassemblement national il y a encore quelques années. Cette fois-ci, c'est le vote populiste de la maturité, c'est-à-dire que les gens savent vraiment ce qu'ils font quand ils votent pour Donald Trump, alors qu'en 2016, effectivement, il y avait peut-être juste une volonté de tourner la page Obama, etc. Certains percevaient ces idées sur la mondialisation et sur l'immigration, mais cette fois-ci, c'est encore plus important. Je connais beaucoup d'amis d'ailleurs aux États-Unis qui n'apprécient pas la personnalité de Donald Trump, mais qui sont d'accord sur le fond avec le programme et qui donc très sciemment ont voté pour lui parce qu'ils estiment que c'est un vote en fonction de leurs intérêts. Alors justement là-dessus, Ghislain Benessa, si on compare, c'est vrai, à notre vécu des dernières législatives, vous avez l'impression qu'aux États-Unis, c'est la même chose, c'est-à-dire nous on a eu, c'est vrai, la contestation, le vote anti-Macron et d'un autre côté le barrage républicain. Est-ce que là vous avez l'impression que c'est un vote pareil anti-Kamala Harris, anti-Trump, donc de contestation, ou bien
inversement vraiment un vote d'adhésion pour ces deux candidats? Alors, c'est difficile d'être définitif parce que là-dessus, moi-même, je suis estomaqué par le bouleversement des cartes. Alors, je vous cache pas que c'est pas en 3 heures de temps cette nuit que je vais commencer à vous faire une analyse détaillée des cartes américaines, mais il y a une géographie qui est en train d'être modifiée. Alors, cette géographie, elle s'explique, et à mon avis, elle explique l'adhésion d'une grande partie du peuple américain pour Donald Trump et pas uniquement la sanction des sortants. Même si, je pense, faut le rappeler quand même, avoir une momie comme Joe Biden, est qualité de candidat, était quand même littéralement suicidaire. Donc, elle s'est retrouvée tout de même à faire la voiture balai, je veux dire, après l'échec, enfin voilà, j'arrive même pas à le dire sérieusement, mais ce qu'on peut appeler une sorte d'échange télévisé entre Trump et Biden, vous vous rappelez, qui avait tourné à la catastrophe. Donc, faut quand même pas l'oublier. Mais si on essaye de prendre un peu de champ, en fait, globalement, les États-Unis, qui ont souvent quelques années d'avance par rapport à nous, en mieux et en mal, ça dépend comment on le voit. Régis Debray en parle souvent et il a souvent raison là-dessus. Ils connaissent, on parle tout le temps de l'inflation galopante dans les grandes villes et donc des prix à la hausse, etc. Or, on observe, a priori, que dans des bastions démocrates, qui théoriquement devraient être la gloire de la gauche américaine, les gens ne peuvent plus vivre en ville, puisqu'il paraît que le prix de l'immobilier fait qu'à Los Angeles, pour 4 000 $, vous vivez dans 60 mètres carrés. Donc, en gros, si vous n'êtes pas milliardaire à la Donald Trump, vous ne pouvez plus vivre à Los Angeles, si j'ai bien compris. Ça signifie que ce mouvement où l'on chasse les gens hors des villes les amène ailleurs. Vous partez dans la ruralité, en tout cas, vous quittez le centre-ville, vous quittez les endroits, on va dire, boboisés et mondialisés, ce qui fait que vous quittez vos concitoyens démocrates qui sont devenus l'électorat de Kamala Harris. Je dis ça parce que je pense que du coup, des États ou des endroits qui traditionnellement étaient ruraux, on va dire, comment dire, j'ai pas envie de dire peu peuplés, mais qui n'étaient pas, on va dire, la masse des Américains, en tout cas pas ceux que draguaient les démocrates, se retrouvent à accueillir des gens qui ne peuvent plus vivre avec les démocrates, dans une sécession accélérée même par l'inflation. Ce qui fait que petit à petit, ces gens-là se sentent rejetés par ceux-là même qui auraient dû être quelque part leurs concitoyens, leurs voisins. Et où est-ce qu'ils vont petit à petit, ou dans quel bras se jettent-ils petit à petit? Ceux de Donald Trump, à mon avis, non pas seulement par une envie de sanctionner les Biden, Kamala Harris, etc., même s'il y a une grande part aussi d'anti-élitocratie, quelque chose comme ça. Mais je pense aussi que les gens ressentent que ce populisme-là leur parle, parce que, in fine, ils adhèrent davantage à un milliardaire qui leur parle de leur vie quotidienne qu'à des problèmes de riches et de bourgeois qui sont l'apanage de ceux qui les ont chassés de ce centre-ville dans lesquels ils ne peuvent plus littéralement payer, je veux dire, la baguette de pain, le café, le diner, le McDo et évidemment l'immobilier. Donc je pense qu'il y a un esprit comme ça qui rejoint la chose et qui fait que finalement, la géographie américaine se reforme petit à petit et pour preuve, des endroits où Trump devait faire le plein, il surperforme. C'est-à-dire qu'il obtient beaucoup plus que prévu. Et à mon avis, c'est parce que ce mouvement d'expulsion progressif fait que quelque part, ces gens-là rejoignent presque naturellement au fil du temps Trump, exactement comme la diversité, les latinos ou les noirs votent de plus en plus Trump parce qu'ils sentent bien que par-delà les questions de couleur de peau qui les intéressent de moins en moins, c'est finalement lui qui incarne ce qu'ils ont envie d'être, par-delà, je veux dire, les mouvements moutonniers dont on prétend être l'apanage chez les démocrates, c'est-à-dire, en gros, vous êtes noir, vous devez voter à gauche, vous êtes blanc, vous devez voter à droite. Tout ça se brouille et finalement, au bout du compte, Donald Trump l'emporte. Ouais, et d'ailleurs, le sentiment d'être méprisé devrait s'accentuer, notamment avec les dernières sorties Joe Biden qui traite les électeurs de Donald Trump d'ordures, des mots quand même assez forts. Sébastien Lay, je voulais vous demander de prendre un peu de hauteur juste pour essayer de comprendre ce que propose Donald Trump, parce que là, on voit qu'il est en passe de devenir très potentiellement le 47e président des États-Unis. Vous avez analysé justement son programme économique. Est-ce que vous pouvez nous en dire un mot, alors que contient justement son agenda 47, autrement dit cette feuille de route vers la 47e présidence des États-Unis? Oui, en tant qu'économiste, en plus dans la presse française, j'ai eu souvent l'occasion de me prononcer sur le sujet et je le fais encore dans quelques minutes dans le JDD. Alors l'essentiel du programme de Donald Trump, c'est assez simple en économie. C'est d'abord baisse d'impôts, ou du moins le fait, vous savez, ces baisses d'impôts avaient été décidées en 2017, mais à l'époque, elles étaient autorisées pour un certain nombre d'années, donc elles auraient dû mathématiquement expirer l'an prochain. Il va étendre donc ce qu'on a appelé le Tax Cut and Jobs Act de 2017, ce
qui veut dire donc plutôt maintenir un niveau d'impôt assez bas. Il a prévu aussi de baisser encore plus l'impôt sur les sociétés. Ça, c'est pour le volet fiscal. Il y a un fort volet traditionnel chez Donald Trump de protectionnisme de tarifs, bien évidemment, contre les Chinois, notamment les véhicules électriques chinois. Et enfin, celui qui est en réalité le plus important cette fois-ci, c'est en particulier parce que ça doit permettre de lutter contre l'inflation et de restaurer le pouvoir d'achat des Américains, c'est le volet dérégulation, déréglementation, notamment sur l'inflation. Ça s'est concentré bien évidemment sur énergie, carburant et logement. Et sur énergie, carburant, l'idée, c'est, étant donné les réserves pétrolières des États-Unis, d'assouplir les réglementations pour aller forer. C'est un de ces slogans de campagne, drill baby drill, hein, en fort, en fort. Et la même chose, à peu près, on en a moins parlé en France, sur l'immobilier et le logement, qui consiste à déréglementer là aussi les règles de permis de construction pour créer un choc de l'offre sur le logement. Voilà, c'est ces trois piliers, c'est la fiscalité, les tarifs et le protectionnisme, parce que c'est censé ramener aussi des recettes fiscales, et la dérégulation, déréglementation. Voilà. Ça c'est pour l'économie. Ensuite, il y a un volet, bien évidemment, sécurisation de la frontière qui est assez important. L'agenda 47 que vous avez cité, qui est beaucoup plus court et plus simple que le programme qui avait été sorti par, vous savez, tous les think tanks conservateurs et l'Heritage Foundation. Oui. C'est un document que les Français peuvent lire et il est assez simple, hein. C'est quelques pages, quelques bullet points sur l'économie. Ce sont des messages qu'il a martelé pendant toute la campagne. Ça a très bien fonctionné. C'était pas très différent de 2017. C'était à peu près le logiciel économique, si ce n'est qu'il va encore plus loin dans les tarifs, notamment contre les Chinois, et que le volet déréglementation, dérégulation est plus important. Il a dit récemment, d'ailleurs, c'est ce que les économistes lui ont dit sur son premier mandat. Ils lui ont dit finalement l'impact des premières déréglementations, la lutte contre les régulations, la bureaucratie, etc. Rappelez-vous, on le voyait où il posait dans le bureau ovale en 2017 et puis un peu en mode affairiste, hein, à la Javier Milei quelques années plus tard. Il signait comme ça de la diminution des réglementations. On voyait que pour chaque domaine, la paperasse diminuait. C'était physique, hein, il avait orchestré ça de manière physique. Les économistes lui ont dit que cet aspect-là avait encore plus joué sur la croissance économique de son premier mandat que la fiscalité. Donc aujourd'hui, il parle toujours de la fiscalité, mais en fait, ça veut dire consolider l'héritage de 2017. Il n'y a rien de bien nouveau à faire sur la fiscalité américaine, mais c'est plutôt sur la dérégulation. Il y a aussi un soutien affiché à l'innovation, à la technologie, à l'intelligence artificielle, au spatial, aux crypto-monnaies. On l'a vu avec le soutien d'Elon Musk. Donc il y a une approche prométhéenne, je dirais, de l'industrie et de la technologie américaine qui est beaucoup plus forte qu'en 2017. Traditionnellement, il était plutôt un adversaire de l'industrie de la tech, parce qu'il est toujours contre ce qu'on appelle la big tech aux États-Unis, c'est-à-dire certains GAFAM qui ne l'ont pas aidé, hein. On sait qu'il avait une dent pendant des années contre Facebook, Meta et Zuckerberg, mais cette fois-ci, il a de vrais soutiens dans le secteur de la technologie, et puis il a identifié la technologie comme étant aussi le fer de lance de la prospérité économique. Et il a eu beaucoup, je pense, de remontées d'entrepreneurs dans le secteur de la tech qui lui disaient qu'ils avaient été bridés en termes d'innovation durant la période Biden. Et bien évidemment, l'idée avec Trump, c'est d'atteindre le plein potentiel finalement de la croissance économique. Les États-Unis ont plutôt une bonne croissance, hein, aux alentours de 2% au cours des dernières années, mais c'est vrai que Trump vise plutôt un 3%. En tout cas pour le début de son mandat. Alors, sur ce dernier point, justement, technologie, innovation, Guilain Benessa, est-ce que ça peut nous inspirer, nous, en France? Parce que c'est vrai qu'on a l'impression d'une campagne vraiment très moderne, hein, aux États-Unis, et puis surtout qu'il y a une vision du futur, presque un amour du futur avec Elon Musk. Ah oui, avec Musk, incontestablement. Ce qui m'a frappé, là, je prends juste je prends un peu de champ, mais juste sur la campagne. Moi-même, n'étant pas du tout un aficionado, je suis pas un type très moderne, on va dire ça comme ça, ou très contemporain. Ça m'a frappé combien est-ce que d'un coup, il y avait l'impression que la campagne de Kamala Harris était une campagne statique, d'arrière-garde, quelque chose une sorte de mausolée, je veux dire. Alors c'est facile de lire maintenant, mais il y avait quelque chose de très arrêté, c'est-à-dire l'homme politique qui répond quand il sait pas, il attend que le conseiller lui fasse une fiche, et puis on attend la phrase suivante avec la peur du post-it manquant, on va dire ça comme ça. Alors que de l'autre côté, Elon Musk en t-shirt dans le podcast de Joe Rogan, Trump qui se met en scène assez naturellement, bon comme il sait le faire, et l'impression qu'il avait un temps d'avance sur Kamala Harris, qui elle-même avait pourtant à peu près 300 ans d'avance sur Joe Biden, hein, dont on se demandait encore s'il était encore en vie, je veux dire, au moment où il prenait la parole. Mais plus sérieusement, juste un mot, moi ce qui me paraît absolument fondamental, c'est que vous m'aviez invité pour ça. J'ai eu l'occasion dans un bouquin de parler de lui. J'ai échangé avec l'ancien conseiller juridique de Trump, un type qui s'appelle John Yoo.
qui intervient souvent sur Fox News d'ailleurs. C'est un type qui a vu de l'intérieur le premier mandat de Trump. Il a bossé avec lui. Et il raconte dans un bouquin qui s'appelle Defender in Chief, il raconte mois après mois, tous les leviers, les interdictions, les barrières, les verrous, les vétos, les obligations posées par les gens qui sont censés être les subalternes du président des États-Unis. Mais à tous les niveaux, c'est un truc de fou. On ne mesure pas combien l'administration avait tout fait pour ne jamais appliquer tout ce qui ne l'arrangeait pas, dans plein de niveaux, et il en donne moultes exemples. Moi, j'ai le sentiment, mais on peut se tromper, on va voir, j'ai le sentiment que si cette fois-ci, ces leviers-là, il les fiche en l'air, et il décide effectivement de ne pas nettoyer les écuries d'Augias un quart, mais de le faire totalement, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose comme un clean slate, je veux dire, un autre départ qui peut être pris. Je crois que là, il sera libéré des obligations traditionnelles. Et je pense que ça peut peser à la fois dans les domaines de la sécurité, de l'immigration, dont on parle beaucoup, mais ça peut aussi lui permettre d'aller plus loin dans d'autres domaines, parce que je pense qu'il y a quelque part une bouffée d'oxygène par rapport à l'époque où il a appris à devoir lutter contre tout ce qui l'interdisait. Désormais, je pense qu'en rappelant les quelques-uns et en ayant surtout auprès de lui cette nouvelle garde, je pense que dans tous les domaines, il y a peut-être une énergie au carré, quelque chose comme ça. Et je pense, pour faire le lien avec la question tout à l'heure, Marie, si vous me permettez, je pense que c'est précisément tout ce qui nous manque chez nous, où un candidat a l'impression que les interdits se succèdent et tentent de séduire le camp étranger plutôt que de devoir, ou l'adversaire, plutôt que de devoir le combattre. Nous avons l'habitude d'avoir des hommes politiques qui courbent les chines et qui acceptent les règles du jeu. Et nous avons quelqu'un qui revient en ayant, entre-temps, trucidé les règles du jeu. Je crois que ça change radicalement la donne pour le mandat à venir. C'est intéressant parce que j'avais cette phrase justement qui est une analyse de Newt Gingrich, homme politique du Parti républicain, conseiller américain et ancien président de la Chambre des représentants aux États-Unis. Je vais vous la citer parce qu'elle ne semble du coup plus d'actualité. C'est pas qu'elle est plus d'actualité, c'est qu'elle pourrait justement ne plus être d'actualité. Donc les États-Unis sont aujourd'hui plongés dans la crise constitutionnelle la plus profonde et la plus dangereuse qui ait existé depuis la crise constitutionnelle des années 1850 qui a conduit à la sécession et à la guerre civile. Hunter et Joe Biden ne sont qu'une infime partie d'une toile d'araignée de corruption, de malhonnêteté, de comportements criminels et d'abus de pouvoir. L'état de droit est progressivement remplacé aux États-Unis par un règne effrayant de l'arbitraire. Alors quand on entend ça, Guilain Benessa, c'est vrai que l'analyse, je pense que vous la partagez, mais on a l'espoir d'un sursaut derrière. Vous savez, je ne dis pas qu'il n'y a pas de crise constitutionnelle. Je sais qu'on a fait les choux gras de l'invasion du Capitole, etc. Je me permets une mesure déjà d'emblée, c'est que dans un pays comme la France où nous avons un président illégitime avec tout ce que ça a donné durant tout l'été, avec Michel Barnier Premier ministre, je pense qu'on devrait peut-être se calmer dans les invectives sur la crise constitutionnelle, parce que notre crise est quand même suffisamment lamentable pour ne pas l'oublier. Mais alors, juste pour vous répondre, et je laisse la parole à Sébastien naturellement, je pense quand même que les États-Unis vivent sous l'égide de la même constitution depuis 200 ans. Ils ont une capacité de se réinventer en fait au fur et à mesure. On l'a beaucoup oublié. Et je pense notamment qu'ils ont des atouts dans plein de domaines. Je n'ai pas le temps de l'exposer aujourd'hui, mais on en reparlera peut-être à l'occasion, qui des leviers constitutionnels, politiques, qui leur permettent de se réinventer, notamment par le biais du pouvoir exécutif du président des États-Unis, mais également du Congrès. Donc je pense qu'il aura des pouvoirs de commander-in-chief, comme on dit là-bas, de commandant en chef à la fois des armées, mais qui a un pouvoir très étendu en fait en matière constitutionnelle. Ça doit lui permettre de faire sauter des verrous qu'il n'aurait pas fait sauter jusque-là, sans pour autant, et j'insiste, sans pour autant être hors la loi. Ce n'est pas parce qu'un président est puissant aux États-Unis qu'il est hors la loi. On a plein de présidents qui étaient démocrates, qui ont fait des choses qui nous paraîtraient honteuses aujourd'hui, parce que la Constitution leur permet de le faire. On l'a oublié parce qu'on a envie d'interdire au camp qu'on n'aime pas de faire ce qu'il a envie de faire, mais il y a des modalités pratiques qui existent, qui sont légales et qui permettent au président de faire des choses qui devraient lui permettre de se sortir de la nasse dans laquelle on a tenté pour l'instant de le placer. On va devoir malheureusement s'arrêter là parce qu'il est déjà 8h passé, mais merci en tout cas à tous les deux. Merci Guilain Benessa et Sébastien Lay. Et puis à très bientôt, on va continuer évidemment de suivre nous les résultats sur Ligne Droite en direct jusqu'à 10h.